Bonjour à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment investir dans la ville de Paris. Et oui, on y arrive, la capitale. Alors, je vais rappeler un petit peu ce qu'on recherche nous comme un investissement rentable. Tout d'abord, pour moi, c'est un investissement sur lequel on emprunte la totalité du projet. On appelle ça un prêt à 110%. On va emprunter le coût d'achat, les frais de notaire et le coût des travaux. D'accord ? Ces mensualités du prêt doivent être complètement, entièrement payées par le ou les loyers. Plus les loyers doivent payer les charges d'exploitation du bien immobilier comme la taxe foncière, les charges de copropriété dans un immeuble, l'assurance, la vacance locative, la gestion, etc., etc. Donc vraiment, le ou les loyers doivent payer toutes les charges pour au minimum arriver à l'autofinancement. Et comme on est des investisseurs rentables, on va essayer d'avoir un cash flow, donc des revenus d'exploitation, un cash flow positif. Du coup, tous les mois, gagner de l'argent, tout en mettant 0 € d'apport. Pour y parvenir, j'ai identifié 6 étapes qu'on va appliquer pour la ville de Paris. Première étape, ça va être la prise d'information de la ville de Paris. C'est vrai que ça va être particulier vu que c'est la capitale. La deuxième étape, ça va être l'estimation du loyer pratiqué pour savoir combien on va pouvoir louer notre investissement. La troisième étape, ça va être la sélection d'un bien actuellement à vendre sur Paris, donc une étude concrète avec des chiffres réels. Quatrième étape, ça va être l'estimation du rendement rapide pour savoir si le bien est intéressant et si on peut continuer nos calculs. La cinquième étape, ça va être le calcul des mensualités du crédit pour savoir si on arrive à l'autofinancement au minimum. Et la sixième et dernière étape, peut-être l'étape la plus importante, ça va être l'utilisation de mon calculateur simulateur personnel pour voir concrètement, avec des chiffres plus précis, si notre investissement est rentable. On va aussi pouvoir faire différents scénarios, comme une estimation plus ou moins élevée, enfin une négociation plutôt du prix, voilà, une estimation avec un loyer bas et un loyer haut, une estimation avec plus ou moins de vacances locatives, etc., etc. Ça va nous permettre de trouver aussi le bon prix pour avoir un bien rentable. Allez, on part tout de suite pour la première étape et la prise d'information sur la ville de Paris. Alors, tout d'abord, c'est vrai que c'est un peu particulier. On parle de Paris, la capitale, la ville la plus attractive de France. Même moi, j'ai habité pendant 5 ans à Paris, dans différents arrondissements et dans la région parisienne, dans la banlieue. Donc je connais plutôt bien, c'est vrai, la ville en tout cas. Cependant, on va même pas parler d'attractivité, on va survoler simplement les points que j'ai l'habitude de rentrer dans les détails dans d'autres villes. Bon, déjà le nombre d'habitants. On sait qu'on est sur une ville, la plus grande ville de France tout simplement. Donc il y aura de la population pour nos locations. Ça, je vais le répéter, mais le marché locatif, il est présent de toute façon. C'est pour ça aussi que les universités, même pas besoin de regarder, on sait que ça attire des étudiants du monde entier. Parce que les étudiants sont très intéressants parce que ce sont les parents qui payent, donc vous avez très peu de risques d'impayés. Et deuxièmement, ils savent qu'ils sont là pendant 1, 2, 3, 5 ans, puis qu'après ils vont partir. Donc ils ne vont pas chercher les problèmes avec vous, avec le propriétaire, ils vont être tranquilles, vraiment ne pas vous poser de problème. Voilà. Pareil pour les hôtels. Les hôtels, j'aime bien regarder les hôtels pour savoir s'il y a un marché pour la location courte durée, location saisonnière, location Airbnb. Ici à Paris, clairement, on sait que c'est une ville, voilà, je vais me répéter, mais la plus touristique de France et peut-être même du monde. Pareil pour les hôpitaux. Alors les hôpitaux, moi j'aime bien regarder le nombre de personnes qui travaillent à l'hôpital. On oublie souvent le personnel soignant qui, eux, ont un statut stable, ils ont un CDI, c'est des très bons locataires. Et on a aussi la famille
des patients hospitalisés qui vont en fait se loger à proximité de l'hôpital pour justement accompagner le patient dans ses soins. Bon, ici on est à Paris, voilà, il y aura toute la population possible et inimaginable qui sera intéressée par de la location courte durée ou on verra la location classique même. Alors au niveau des transports, je parle vraiment des métros. Là on est dans Paris intramuros, on pourrait même faire une vidéo pour chaque arrondissement de Paris. Mais de toute façon, là, il y a des métros partout. C'est le moyen de déplacement numéro 1 à Paris, donc aucun problème. Je ne parle même pas des aéroports et des trains TGV, hein, tout passe par Paris, c'est simple. Alors, comment faire la différence du coup entre une ruelle d'un quartier à un autre, voire d'un quartier à un autre, d'un arrondissement à un autre? Alors bien sûr, vous avez des étiquettes un petit peu sur tous les arrondissements. Il y a des quartiers bobos, des quartiers plus populaires. Ça, c'est vrai. Et c'est très facile de retrouver ces informations, que ça soit sur Internet ou alors, moi je vous propose aussi de passer du temps dans les quartiers qui potentiellement peuvent vous intéresser ou qui potentiellement ont un bien qui vous intéresse. C'est-à-dire passer des journées, tout simplement, découvrir le quartier à pied, poser des questions aux gens qui y habitent, hein, c'est très efficace. Vous pouvez leur dire par exemple que vous êtes un prochain locataire et que vous vous demandez si le quartier est agréable, s'il y a des nuisances sonores, s'il y a des activités, etc., etc. Vous allez vraiment apprendre énormément sur un quartier en posant des questions et en vous baladant. L'objectif, je pense, pour nous, ça va être d'avoir le prix d'achat le plus bas possible. Ça va être pas facile à Paris. Donc ne pas forcément viser le quartier le plus huppé de Paris où les prix sont trop chers, mais un quartier sans problème, un quartier qui ne fait pas d'histoire, mais pourtant où on vit normalement. Je pense que ça peut être une bonne stratégie comme première approche. Puis la deuxième approche, ça va être de viser déjà les prix les plus bas possibles. Hein. Il n'y a pas de secret. Bon, on va passer à l'étape numéro 2 et l'estimation du loyer. Alors, pour savoir quel loyer estimer, il faut savoir ce qu'on va faire comme location. La règle pour avoir de la rentabilité, c'est de transformer l'usage d'un bien, de lui donner de la valeur et d'augmenter sa valeur locative. Donc, transformer un bien, ça peut être faire de la colocation, par exemple. Hein, vous allez louer des chambres, ce qui va vous permettre de louer plus cher au mètre carré. Voilà. Ça peut être de la location saisonnière, Airbnb, où vous allez louer à la nuit et du coup, vous allez pouvoir louer plus cher. Ça peut être aussi acheter au prix de gros en achetant un immeuble de rapport. Là, je vais mettre un petit bémol parce que pour Paris, déjà les prix vont être très élevés. Alors si on souhaite acheter un immeuble de rapport, je veux dire le budget, la somme va être vraiment très élevée et peut-être que si c'est votre premier investissement, ça va vous faire peur et ça serait normal. Donc je vais éliminer un petit peu ce type de location pour Paris, mais dans d'autres villes, il n'y aurait aucun problème. Hein. L'immeuble de rapport permet vraiment d'acheter moins cher au prix du mètre carré. Ça pourrait être aussi de la division. Hein. On pourrait diviser par exemple un T3 en 2 studios, par exemple. On pourrait aussi agrandir, par exemple prendre un grand studio de 30 mètres carrés et en faire un T2. D'accord ? Alors, pour Paris, j'ai envie de me lancer dans la location saisonnière. Alors, j'espère que vous m'excuserez parce que moi, je suis plutôt un fan de la colocation. Donc, je n'ai pas tous les codes forcément de la location saisonnière et j'espère que je ne vais rien oublier. Mais on va partir sur de la location saisonnière et le plus simple, c'est de la location Airbnb. Donc, on va essayer de voir combien on peut louer un petit appartement, un studio.
à Paris sur Airbnb. Donc, on va faire location Airbnb Paris. Alors, on va dire Paris, Paris intramuros, on verra bien. Paris. Une date d'arrivée. Alors moi, je vais vous conseiller pour de la location courte durée de chercher, de louer votre logement pour la semaine au minimum. Pourquoi? Pour diminuer tout ce qui est frais d'entretien, déplacement pour faire l'état des lieux, etc. etc. Hein. Donc on va chercher pour une semaine. Alors là, on est en pleine période, on est à la fin du mois d'avril, en pleine période du coco, hein, fameux virus. Donc j'imagine que les offres Airbnb doivent être, je veux dire, sur le qui-vive. Il faudrait peut-être refaire cette étude après la période de confinement. Bon, nous on va chercher de juin, par exemple, une semaine en juin, 7 jours, pour un couple, 2 enfants, et on va regarder un petit peu les prix. Donc, on va regarder au prix de la nuit. Hein. Alors pourquoi aussi j'ai précisé 7 jours, hein, parce que sur Airbnb, vous pouvez avoir des réductions, plus vous prenez de jours, vous avez des réductions, donc ça sera pas le même prix à la nuit sur une semaine que sur 2-3 jours. Hein. Certains font des réductions. Donc, ici, on aurait un super appartement apparemment à 57 € la nuit. On va noter le prix de la nuit, 57 €. Ça, c'est un 50 € la nuit. Ah, mais il n'est pas dans Paris, lui. Il faut... Regardez, il est du côté de Levallois-Perret. Il faut faire attention. Hein. Celui-ci est à 46 € la nuit, alors que d'habitude, il est à 69. Bon. Il peut avoir des promotions quand on lance sa location Airbnb, avoir du monde pour avoir des avis, pour être mieux référencé, etc. Ici, on a 44 €. Je pense que j'ai trié. Hein. Ouais, je vais quand même trier par logement entier. Hein, parce que je ne serais pas surpris qu'il y en a certains qui louent comme ça se fait ailleurs leur chambre, mais qui doivent partager la cuisine, etc. Donc, on est dans le Marais, là, 74 €. Tout de suite, on a des prix vraiment différents, hein, vraiment différents. Canal de l'Ourcq, 35 €. Effectivement, lui, il est pas cher, tiens. C'est vrai que peut-être on pourrait faire cette même étude pour chaque quartier, hein, si on veut être très précis. Parce que c'est vrai que le 18e, 19e, 20e sont des quartiers plus populaires et on attend des prix aussi peut-être inférieurs. Hein. Mais bon, là on est à côté, on est à la Villette, on est à 63 € la nuit. Ok, 63 €. Et on va prendre un dernier bien, si possible dans Paris. Lui par exemple, 80 €. « 80 €. Ok, donc l'objectif, ça va être de faire une sorte de résumé des prix pratiqués. Donc je vois qu'on a des prix entre 35 et 80 € la nuit. Alors effectivement, ça dépend, comme j'ai dit, du quartier.
du niveau de l'appartement, hein, s'il est en état neuf ou moins neuf. Cependant, nous, on va essayer de ne pas prendre de risques, on ne va pas prendre un prix à la nuit trop élevé au risque de ne pas pouvoir louer et du coup d'avoir une étude fausse, ce qui peut être catastrophique pour notre investissement. J'ai envie de prendre un prix à la nuit j'ai quand même pas mal de 46, 45, 57. J'ai envie de prendre 55 € pour commencer, en tout cas, pour être dans ma zone confort et me dire je vais pas louer en dessous, c'est sûr et certain. Par nuit. Ok. Bon, on va passer du coup à l'étape numéro 3 et la sélection d'un bien actuellement à vendre à Paris. Donc, on va chercher tout simplement des studios. Je vais passer par le site Bien Ici. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez voir, c'est super. Surtout pour un élément. Donc, pourquoi j'adore Bien Ici, c'est parce qu'on a l'emplacement des biens à vendre. Et c'est très important partout, en France tout simplement. Bon, on voit bien sûr qu'il y a 3000 biens actuellement à vendre sur Paris, dans Paris. On va trier par un appartement, par appartement et par nombre de pièces. On va mettre une pièce maximale. Et on peut trier même par surface, par 25 mètres carrés même. Je pense que ça devrait aller pour un studio loué sur Airbnb. Alors, on va trier par les prix les plus bas. Pourquoi ? Parce que la bonne affaire dans l'immobilier se fait à l'achat. Hein. Vous avez beau avoir le meilleur business plan, si vous achetez trop cher sur les Champs-Élysées, et ben, pour nous, en tant qu'investisseur rentable, si on veut tout emprunter à la banque et que ça soit rentable, ça ne sera pas rentable, je vous le dis tout de suite. Donc il faut se concentrer sur les prix les plus bas. En plus, ça permet d'axer ses recherches et ses visites sur les biens les plus bas et on ne s'éparpille pas. Ok, donc un appartement 4 mètres carrés. Je vais trier aussi par superficie minimum. Ouais, il faut se rendre compte sur Paris qu'on peut louer tout et n'importe quoi, des chambres à 9 mètres carrés. Il n'y a pas de problème pour certains. Donc je vais mettre quand même au moins 15 mètres carrés. On est dans Paris. Faut faire des efforts. Donc, on a donc par exemple ce bien-là qui est en vente en viager, donc ça ne nous intéresse pas. Celui-ci 15 mètres carrés, c'est vrai que c'est un peu petit 15 mètres carrés quand même. Hein. Je vais mettre 17 mètres carrés, c'est un peu petit. Alors, on a celui-ci, porte de Clignancourt. Bon, on va prendre celui-ci par exemple. Porte des Poissonnières, porte de Clignancourt. Studio dans une résidence étudiante. D'accord. Ok, mais on n'a pas de détails quand même. Hein. On n'a pas de détails sur la gestion de la résidence étudiante. Mais le prix est beaucoup moins cher que les autres. C'est étonnant. Je vais
je vais pas donner suite, il y aura trop de suppositions à faire. Alors, je vais prendre un autre bien, donc 180 000 euros, 19 mètres carrés. Ok. Alors nous, il va falloir aussi faire des travaux dans notre logement pour le rénover et donner envie, avoir certaine qualité quand même, pour attirer un minimum nos futurs locataires. Ok, pourquoi pas celui-ci? Je vais essayer de... j'aimerais bien le garder de côté. Bon, c'est pas possible. Alors, normalement j'avais fait trier par les prix le plus bas. Alors, celui-ci, 144 000 euros 500. Déjà, il est moins cher. Résidence appart-hôtel, gestion locative jusqu'en décembre 2029. Ouais, mais il ne nous parle pas des frais de gestion. Mais c'est pas grave, les frais de gestion, vous savez quoi, on va de toute façon avoir notre propre système de conciergerie. Enfin, on va faire appel à une conciergerie de toute façon pour faire gérer nos biens, c'était mon objectif à la base. Donc, c'est pas grave, on va noter. Alors, est-ce qu'il y a des biens? Alors, celui-ci, 150 000 euros. Alors, investisseur uniquement, ouais, bon, ça veut rien dire. J'ai pas de photo. Bien loué et géré par Nexity. Je sais pas si ils peuvent vous vendre un appartement géré automatiquement par Nexity ou de l'autre côté on était aussi sur un bien en résidence étudiante. Par exemple, alors un autre bien, 190 000 euros. Spécial investisseur, faut se méfier quand on dit spécial investisseur, c'est surtout pour vous attirer. Il n'y a rien d'exceptionnel dans un bien qui soit particulièrement pour un investisseur. Donc là, d'accord, c'est un bien qui est loué à une société. Et, ah d'accord, société terre, habitat exploitante et gestionnaire de résidences étudiantes. D'accord, je comprends mieux. Ça me revient maintenant. En fait, si vous achetez dans des résidences étudiantes, vous allez le louer à une entreprise qui, elle, va gérer le bien. Ce qui veut dire, c'est que comme si vous le louez à un local commercial avec des bails de 3, 6, 9 ans, et après, c'est lui qui loue votre appartement. Mais nous, c'est pas ce qu'on a envie, parce que là, on ne sait pas combien on va avoir en rentabilité, on ne sait pas combien on va pouvoir louer exactement. Ah, ça m'embête. Alors, dans un bien datant de 1928, ok, 198 000 euros quand même. « 17 mètres carrés. Bon, écoutez, j'ai envie de prendre ce bien-là parce que tous les autres biens au prix inférieur, ils sont gérés dans des Nexity, dans des appart-hôtels. Et en fait, vous louez à une société qui, elle, va gérer votre bien. Je ne sais pas combien c'est loué actuellement. Je ne sais pas si on peut casser le bien, on peut casser la gestion par une agence. Donc, je préfère prendre un bien
indépendant pour le gérer par moi-même. Ça va être bien mieux pour la suite de notre étude. Donc je vais prendre ce bien-là. Et ok, 198 000 €, 17 mètres carrés. Il est situé du côté de Clignancourt. C'est pas le meilleur quartier, mais c'est pas non plus le pire. Et puis de toute façon, faudrait limite faire une étude pour chaque arrondissement, hein. Mais on est à Paris, hein. Je peux vous dire qu'il y a toujours du monde. Ok, bon, on va partir là-dessus. Il y a peut-être des biens qui sont affichés moins chers qui pourraient être intéressants, mais il y en a tellement, et j'en ai vu beaucoup quand même gérés par des appart-hôtels. Donc on va quand même avancer dans la vidéo. Ok, donc on va passer à l'étape 4, pardon, et l'étude rapide de la rentabilité. Donc on est sur un bien vendu 198 000 €. Les frais de notaire, il ne faut pas les oublier, ça va être aux alentours de 7 à 8% quand on arrive sur des sommes vers 200 000. Si on était sur une somme de 50 000 €, on atteindrait plutôt les 10% de frais. Là, 200 000 €, ça diminue, on devrait être entre les 7 et 8%, donc dans les 14 000 €, on va dire. Les travaux. Alors oui, il va falloir rénover du coup notre appartement, hein, pour donner envie quand même aux locataires et aux vacanciers de venir. Donc pour moi, il va falloir refaire la cuisine, une cuisine sympa, quoi, une cuisine, pas besoin de mettre du haut de gamme, hein, on n'est pas à l'hôtel, mais il faut du moyen de gamme comme du Ikea, hein, par exemple. Cuisine et salle de bain, on peut rénover, hein. Puis quand on aura fait la cuisine et la salle de bain, on aura fait à peu près tout notre appartement. Donc il n'y a pas de souci. Donc je pense bien que les travaux à Paris sont plus chers, tout simplement parce que la vie est plus chère. Donc d'habitude je compte 4 000 € par cuisine et par salle de bain. Bon, c'est vrai que là ça va être des petites salles de bain, une petite salle de bain et une petite cuisine. Je vais quand même compter 5 000 € et encore 10 000 € pour 10 000 € pour rénover. Est-ce que vraiment il faudrait 10 000 € pour rénover le reste? Le plafond, peut-être les murs, repeindre les murs. Allez, on va partir quand même sur 20 000 € de travaux. Je pense qu'on n'en aura pas pour plus de 20 000 €. Hein. D'accord. Alors, on espérait louer 55 € la nuit. Donc, 55 € la nuit. Par contre, on est en location courte durée. Il ne faut pas non plus espérer louer tous les soirs, hein. Je vais être obligé de prendre un barème pour diminuer un petit peu, faire une estimation du nombre de nuits louées chaque mois. Et je pense qu'on va être aux alentours de 22-23 nuits par mois, tout simplement. Donc, ce qui nous donne un loyer estimé de 55 € x 23 nuits de 1 265 €. Vous voyez, c'est pas énorme au final, hein. Quand on prend en compte aussi une vacance, voilà, une vacance locative. J'ai oublié de noter le coût total de notre projet immobilier qui va être du coup dans les 208 plus 14, 218, 222 000 €. Ok. Alors, une estimation rapide, c'est regarder si ça respecte la règle des 1%. Alors, c'est quoi la règle des 1%? C'est savoir si un mois de loyer brut, on n'a pas pris en compte les charges, est-ce qu'un mois de loyer brut correspond à 1% du montant total du projet immobilier?
Ici, pour respecter la règle des 1%, il faudrait acheter le projet pour 126 000 € au total. Et là, on est plutôt à 222 000 €. On aurait près de 100 000 € à faire baisser. Alors, tout d'abord, ce n'est qu'un indicateur. Il est rare de respecter la règle des 1% lors du premier calcul. On n'a pas négocié encore le prix d'achat. Puis même si on ne respecte pas la règle des 1%, on peut quand même avoir un peu de cash flow si on n'est pas très loin. Alors, de toute façon, pour Paris, on sait que c'est une ville très chère où la rentabilité n'est pas bonne. Ce n'est pas connu pour être la ville la plus rentable de France, loin de là. On va quand même faire la suite de nos calculs pour que vous compreniez un petit peu les chiffres qui comptent et comment on pourrait quand même améliorer notre cash flow. Voilà. Allez, on passe à l'étape 5 et le calcul des mensualités du crédit. Alors, on a donc un prix total de 222 000 €. Un prix de location de 1 265 €, sachant qu'on a déjà quand même enlevé la vacance locative. Ça, c'est vrai que c'est important. On l'a déjà enlevé la vacance locative. Il faut savoir aussi que la banque prend en compte une marge de 30% sur vos revenus bruts parce qu'ils savent très bien que vous allez avoir des taxes, la taxe foncière, les charges de copropriété, peut-être que vous allez faire gérer par une agence, l'assurance du bien, la provision sur les travaux. Vous allez avoir des travaux de rénovation dans vos appartements. Donc ils enlèvent automatiquement 30%. Donc si on enlève 30% pour avoir une estimation des revenus nets, on aurait dans les... on doit enlever à peu près 120 € x 3, 125 € x 3, donc 250, 375 € en moins. Donc on va dire 800, 900 € en fait. Ça fait à peu près une estimation à 900 € net. On sera bien plus précis dans l'étape numéro 6, l'étape suivante. Ce qui nous donnerait donc, on va regarder combien nous coûterait un prêt de 222 000 € tous les mois. Quelles seraient les mensualités du crédit? Alors, je vous conseille de toujours prendre la durée la plus longue pour un investissement locatif. Pourquoi? Pour avoir les mensualités les plus petites possibles et ainsi atteindre plus facilement l'autofinancement et générer du cash flow positif. Donc, si on se met sur 20 ans, 20 ans qui est la durée moyenne pour un prêt immobilier, pour de l'investissement locatif. Pour de l'investissement locatif, en général, c'est 20 ans partout en France. D'accord? Par contre, le taux d'intérêt, il va falloir faire des efforts. On va emprunter la totalité, donc n'espérez pas avoir le meilleur taux. Je sais qu'en ce moment, avec la crise qui s'annonce, les taux remontent et on est plutôt aux alentours des 2%. Par contre, pour le taux d'assurance, si vous êtes jeune et plutôt en bonne santé, vous pouvez obtenir facilement les 0,1 en faisant une délégation d'assurance. Vous allez voir un courtier en assurance de crédit et il va vous trouver normalement des meilleures offres. Donc ça nous donne quand même des mensualités de 1 142 € par mois. « 1 142 € par mois pendant 20 ans. Alors, est-ce que les loyers permettent de payer ces mensualités actuellement? Eh bien, pour le moment, non. On a fait une estimation à 900 € net tous les mois en loyer et on doit rembourser 1 142 €. Ce qui fait que tous les mois, on devrait débourser plus de 242 € pour combler les trous. Donc, c'est comme si vous prenez 242 € de votre salaire et vous les mettez dans un investissement immobilier. Pour certains, c'est pas très grave, ils ont de l'argent de côté, ils peuvent se permettre de dépenser 250 €. C'est vrai que
Les salaires à Paris sont bien plus élevés. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est que si on multiplie les investissements comme ça, un deuxième investissement, c'est moins 500 €. Un troisième, c'est moins 750 €. Au final, en fait, les banques ne vont pas vous prêter parce qu'ils savent que vous achetez une dette et que tous les mois, vous mettez de l'argent de votre salaire dans votre investissement. C'est vraiment une vision globale qu'il faut avoir et c'est pour ça qu'il faut vraiment au minimum viser l'autofinancement. Bon, on va prendre des chiffres et on va utiliser des chiffres plus concrets, plus réels, encore plus précis dans l'étape 6 et l'utilisation de mon simulateur personnel. Alors, on a un bien, on va reprendre les valeurs du bien immobilier, 17 mètres carrés, 198 000 €. Ça fait cher le mètre carré quand même. Hein. 198 000 €, 380. Alors là, ils sont précis. Hein. On avait pris un montant des travaux de 20 000 €. Je ne l'ai pas dit, mais faites-le valider par au moins 2 artisans. Hein. J'ai oublié de le dire. Faites-le valider par 2 artisans et 2 devis surtout. Au minimum, hein, pour avoir une idée précise du montant des travaux. Les frais de notaire, c'est calculé automatiquement dans mon calculateur. Sinon, vous pouvez aller sur le site desnotaires.fr. Vous aurez la valeur exacte. Les frais bancaires, ça va être les frais de dossier facturés par la banque pour vous accorder un prêt. Essayez vraiment de les négocier à 0 €. Cependant, moi, je provisionne quand même une somme de 500 €. Il y a une valeur qu'on n'avait pas pris en compte, c'est la valeur du mobilier. Il va falloir quand même meubler notre appartement, que ce soit pour faire à manger, un lit, un matelas, peut-être une petite télé, une table de chevet, un bureau, et meubler aussi la salle de bain. Donc, si on arrive à acheter ça en province et qu'on ramène tout comme si on déménageait, je pense que pour un studio, quand même, pour 2000 €, allez, 2500 €, on arrive quand même à meubler facilement. Hein. Ok. Donc, pour la partie financement, on aurait donc un taux de 2%. On emprunte la totalité à la banque, hein, c'est ce qu'on a envie de faire. La durée d'emprunt sur 20 ans, ça ne bouge pas. Taux d'assurance 0,10. Ok. Partie fiscalité maintenant. Alors, très important, je vais rappeler un petit peu comment fonctionne la fiscalité dans l'immobilier. Il faut savoir que chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé par rapport à votre tranche marginale d'imposition qui est elle-même définie par vos revenus de salarié. Plus vous gagnez d'argent en tant que salarié, plus vous montez de tranche et plus vous payez d'impôts. Donc, par exemple, si vous êtes à une tranche à 30%, chaque euro touché dans l'immobilier va être taxé à 30%, mais il va également falloir rajouter les prélèvements sociaux, également appelés CSG, qui est à un taux de 17,2%. Donc vous pouvez facilement vous retrouver à 47,2% pour chaque euro touché. Imaginez, vous touchez 1000 €, vous devez en retourner 472 € à l'État, tout simplement en impôts. Okay, donc ça impacte énormément la rentabilité d'un bien. Heureusement, si on loue en meublé, donc ce qui est le cas avec de la location courte durée, vous allez pouvoir bénéficier du régime LMNP. Alors, le régime LMNP, c'est le loueur meublé non professionnel. Et ce qui est génial avec le régime LMNP, c'est que vous allez pouvoir amortir sur 30 ans le prix du bien. Donc ici, 198 000 € sur 30 ans. Ça fait quand même près de 6 000 €, même plus de 6 000 € par an que vous allez pouvoir amortir. Ça va vous créer du déficit en fait. Pareil pour la valeur des travaux. Ça, c'est pareil aussi en location nue. 20 000 € que vous allez pouvoir déduire. Vous allez aussi pouvoir amortir les frais de notaire aussi. Ça, c'est pas possible en location nue, mais c'est possible en location meublée. Et vous allez pouvoir amortir la valeur du mobilier sur 6 ans, donc 2 500 €. C'est vraiment toute la différence avec de la location nue, c'est l'amortissement du prix du bien. Nous, on est sur 200 000 € à amortir, plus les travaux, les frais de notaire.
autant vous dire que en fait, vous allez vous constituer un déficit, donc être en négatif, et vos revenus au final petit à petit vont combler le déficit pour au final forcément avoir des revenus positifs et payer des impôts. Mais là je vous le dis, hein, honnêtement vous n'allez pas payer d'impôts avant 6-7 ans hein, minimum parce que vous avez énormément à amortir. D'où l'intérêt aussi de faire des travaux, hein, ça permet de rénover le bien, de lui créer de la valeur, d'attirer plus de monde, de louer plus cher. Au final, c'est de l'argent que vous dépensez en travaux, mais que vous n'allez pas payer en impôts. Hein. Et c'est une manière bien plus efficace que d'acheter un Pinel, faire de la défiscalisation, d'acheter du neuf. Et acheter du neuf, ça veut dire acheter 30-40% plus cher. Enfin bref, je termine la parenthèse sur le Pinel et en même temps sur la fiscalité. Et je vous conseille vraiment de vous renseigner si vous faites vos premiers investissements dans le régime LMNP, régime réel simplifié. Hein, vraiment, c'est le meilleur pour investir au début. La partie recettes locatives. Donc, dans mes recettes, j'avais compté 55 €. Ok, 55 € par nuit et on louait 23 nuits. Et donc, ça nous ferait un total de 1265 €. Alors là, j'ai déjà pris en compte la vacance locative, donc je vais mettre 0% de vacances locatives. Quand je fais des calculs pour de la colocation, par exemple, je mets toujours un mois de vacances locatives et je le mets grâce à ce paramètre-là. Ok. Au niveau des charges, alors, si vous faites gérer, donc nous c'est ce qu'on a envie de faire, on n'a pas envie, en tout cas au début, on n'a pas envie de passer notre temps à faire des allers-retours pour changer les draps et passer la clé aux vacanciers. Donc on va faire appel à une conciergerie et les prix pratiqués, il me semble, à vérifier, hein, comme je l'ai dit, je ne suis pas un expert de la location courte durée, mais il me semble que c'est au moins 15% des revenus qui vont vous être facturés par la conciergerie. Ok. Il faut compter aussi donc, la taxe foncière et les charges de copropriété dans cet immeuble. On va regarder si on a l'information. Ah bah tiens, j'avais pas vu cette information, mais le bien il est vendu loué. Hein, vendu loué, c'est pas une très bonne chose. Il faudra que le locataire tout simplement parte. On peut faire une estimation où les 6 premiers mois, par exemple, avoir le type de locataire que c'est, mais on peut imaginer que les 6 ou la première année, ils soient vendus loués tout simplement. Bref. Revenons sur les charges, on n'a pas l'information, donc il va falloir le demander au propriétaire. Vous demandez les charges de copropriété et la taxe foncière. Demandez aussi le règlement de copropriété, j'ai peut-être oublié de le dire, le règlement de copropriété pour savoir si la location courte durée est possible dans l'immeuble. C'est très important également, hein. J'ai sûrement oublié de le dire. Donc la taxe foncière et les charges de copropriété, on va devoir les estimer. Je ne sais pas du tout. Honnêtement, je ne sais pas la taxe foncière à Paris si elle est très élevée, plus élevée ou moins élevée qu'ailleurs. Je vais mettre 500 €, on n'a que 17 mètres carrés quand même. Et les charges de copropriété, on a un petit appartement, mais je sais qu'à Paris, tout est plus cher. En général, c'est environ 100 € par mois. Je vais compter quand même 150 €. J'ai compté 1800 € par mois de charges. Après, à voir ce qui est compris dans les charges de copropriété. Si vous avez l'électricité, le chauffage et l'eau, ça peut être une bonne chose parce que vous allez louer à des vacanciers, à la nuit. Donc les gens vont consommer énormément, hein. Le chauffage en hiver va être à fond. Les douches, ça va y aller. Donc, si les charges sont supportées par l'ensemble de l'immeuble, bah, ça vous reviendra moins cher que si vous aviez un contrat à votre nom. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre en compte ces charges, c'est important. Alors, vous aurez aussi des frais de
réparation, travaux dans votre investissement. Et donc moi j'aime bien prendre un demi-mois de loyer à l'année, sachant qu'il y a toujours une fuite à droite à gauche, quelque chose à changer, une prise qui s'est détachée, etc. etc. Donc c'est pas forcément des travaux que vous allez faire chaque année, mais au final sur 5-6 ans, je peux vous dire que cette somme va toujours partir chaque année. L'assurance. Alors l'assurance propriétaire non occupant, bon, sur un studio, je pense que pour 100 €, il n'y a pas de problème. On a oublié une chose, c'est aussi les frais facturés par Airbnb ou Booking. Hein. Nous, en tant que propriétaires, si on loue sur Airbnb, ils vont nous facturer des frais. Alors j'ai regardé avant, ils indiquent 3% de frais pour les propriétaires. Alors on va les rajouter du coup dans les frais d'agence. Ça c'est un calcul un peu plus simplifié, mais je vais les rajouter dans les frais d'agence. Ça va être les frais facturés par la plateforme Airbnb ou une autre plateforme. Donc au final on a quand même plus de 5 644 € de charges annuelles pour des revenus de 15 000 €. Ok. Alors, on a un premier retour sur investissement. On est sur du 6,46 brut et 4% net, donc 4% quand on prend en compte toutes les charges. Mais, je le répète, ce n'est pas le plus important. Le plus intéressant, c'est le cash flow. Savoir si vous allez avoir de l'argent qui rentre dans votre poche ou au contraire, si vous allez avoir de l'argent qui sort de votre poche parce que vous allez devoir combler les trous de votre investissement. Donc là, actuellement, en fait, et par rapport à l'étape 5, on a quand même un cash flow négatif de 414 € par mois. Alors là, c'est parce qu'on a pris en compte tout simplement beaucoup plus de charges que dans l'étape 5. On a un cash flow vraiment mauvais hein, pour moi. Même si on est sur Paris et qu'il va falloir faire des efforts, et je ne sais pas d'ailleurs si c'est possible de trouver des investissements rentables comme moi je l'entends, c'est-à-dire investir sans apport et tous les mois être à l'autofinancement au minimum. Mais là, on est à moins 14 €, 414 €. Alors, je vais me répéter, mais même si pour l'opération, là, vous pouvez vous permettre de payer 400 € de votre poche, vous vous dites, c'est mon effort d'épargne pour acheter cet investissement, sauf que ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir réinvestir. Parce qu'un deuxième bien, au même cash flow, ça vous fait moins 800 €. Hein, vous comprenez vite que la banque va dire non, stop, et même pour vous, ça sera plus tenable. Bon, il va falloir qu'on améliore ce cash flow. Je vais enregistrer le scénario. C'est notre scénario quand même de base. Donc, premier élément, ça va être forcément le prix d'achat. Que ça soit prix d'achat ou montant des travaux. Par exemple, on pourrait essayer de faire une négociation. Je sais que c'est un des problèmes à Paris, c'est la négociation, hein, parce qu'on est énormément... le marché est très tendu, il y a beaucoup d'acheteurs et il y a beaucoup d'acheteurs, tout simplement. Quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, eh ben, les prix montent, c'est normal. J'ai envie de dire... Le risque est à une négociation de 10 000 €, ce qui est à peine 5%, hein, ce qui n'est rien du tout, mais je me demande si c'est possible d'avoir plus hein, sur Paris, honnêtement. Mais bon, dans d'autres régions de France, bien sûr, vous pouvez négocier 50, 40% sans problème. Enfin, sans problème, il faut tomber sur le bon vendeur. Je vous donne déjà un guide dans la description de cette vidéo sur comment acheter moins cher, mais... à Paris, je pense que ça sera 10 000 € le maximum à voir l'état du bien. Bon. Ce qu'on peut faire aussi comme estimation, c'est peut-être donner un peu de sa personne et faire les travaux de peinture, les travaux généraux par soi-même. Au lieu de payer 20 000, on paierait peut-être 15 000 € de travaux. Hein. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque millier d'euros
négocié va être très important pour le cash flow. Donc, je vais mettre ici travaux 15 000 euros. Du coup, ça nous coûterait 5 000 euros de moins. Notre projet nous coûterait 5 000 euros de moins. Alors, un autre moyen d'augmenter les revenus, du coup, c'est peut-être d'augmenter, oui, forcément, c'est d'augmenter le prix à la chambre, hein, le prix à la nuit, pardon. Donc, nous, on louait 55 euros. Imaginons qu'on loue 60 euros. 60 euros, je fais le calcul à côté, ça nous ferait une location de 1380 euros tous les mois. Donc, on prend un peu de risque, on fait une estimation un petit peu plus élevée, mais ça vaut le coup quand même de la faire. Donc, loyer, je vais mettre 60 euros. Ok. Loyer 60 euros. Ça serait notre estimation peut-être haute, hein. On va garder ce loyer estimation haute pour que vous compreniez dans les chiffres un petit peu l'évolution du cash flow, etc. Les charges, au niveau des charges, eh ben oui, un moyen aussi pour avoir du cash flow et augmenter la rentabilité, c'est réduire les charges. Alors là, on a beaucoup d'hypothèses, hein, les charges de copropriété, la taxe foncière, et même la gestion par une agence. Par contre, on peut faire une estimation sans agence, sans conciergerie, et récupérer les 15% de frais et charges facturés par l'agence. Peut-être que les premiers mois, les premières années, peut-être que si vous habitez à côté, c'est possible de le faire. Je rappelle qu'on avait une stratégie aussi de louer à la semaine pour éviter les allers-retours répétitifs entre votre location et votre habitation. Donc si j'enlève 15%, je garde seulement les 3% en fait, des frais facturés par Airbnb par exemple. Et j'enregistre. Je fais sans agence, ok. Alors, je vais quand même remettre hein, les frais d'agence parce que ça me semble quand même le plus raisonnable si on veut. Pourquoi? Enfin, c'est pour avoir plus de temps, tout simplement. Vous déléguez pour avoir du temps pour réinvestir ailleurs. Si vous passez votre temps à gérer votre bien, vous n'allez pas pouvoir réinvestir et racheter d'autres biens immobiliers. Alors, la dernière étape vraiment qui permet de jouer sur le cash flow et la rentabilité, c'est la partie financement. Et surtout la durée du prêt. Donc, je sais qu'en général, c'est 20 ans pour l'investissement locatif, pardon. Mais imaginons qu'on arrive à obtenir un prêt sur 25 ans, c'est également possible chez certaines banques, c'est possible, ou alors vous faites un prêt gigone. Ce qu'on appelle un prêt gigone, c'est on associe deux prêts différents. On pourrait faire un prêt sur 10 ans de type in fine et un prêt sur 15 ans de type classique amortissable. En fait, en cumulant deux prêts, on arrive aussi à avoir des durées de prêt plus longues. Donc je vais vous montrer la différence vraiment d'un prêt sur 20 ans à un prêt sur 25 ans. Et on va comparer en fait les scénarios entre eux grâce à mon bouton magique. Donc le plus important, c'est vraiment le cash flow. Alors, on voit bien que le scénario de base, on est à moins 400 euros. D'accord? On négocie 10 000 euros et on est tout de suite à moins 359 euros. On a quand même gagné 50 euros par mois, soit 600 euros à la fin de l'année. La négociation est vraiment très importante, hein. Même si vous faites baisser le prix de 1000 euros, dites-vous en combien de temps vous avez gagné 1000 euros dans votre vie, hein. Si vous arrivez à gagner 1000 euros en 1 heure de négociation, vous aurez clairement gagné votre journée, hein. Ok, troisième scénario,
on a diminué les travaux, on a dit qu'on faisait les travaux nous-mêmes et ça nous coûterait plus de 15 000 euros. Là, on améliore aussi notre cash flow petit à petit. Et là, on estime, donc là, c'est une estimation différente, c'est une estimation avec le loyer, le prix à la nuit de 60 euros chaque nuit, au lieu de 55 euros avant. On voit quand même la différence du cash flow. On passe de moins 333 à moins 238. Vous comprenez l'importance du loyer pratiqué. Plus on a un loyer pratiqué élevé, plus forcément le cash flow va être meilleur. Avec les mêmes chiffres, on a fait une estimation sans agence. Donc, une gestion par vous-même. Et là, on est tout de suite à un cash flow de moins 50 euros environ. Donc là, on est passé quand même de moins 400 euros à moins 50 euros. Ce n'est pas du tout la même histoire. Là, 50 euros, honnêtement, on est à Paris. De toute façon, on le voit, ça va être dur de faire mieux. Et le dernier scénario où j'ai repris en compte les frais d'agence, donc 15% quand même, les frais de conciergerie. J'ai augmenté la durée du prêt et on voit qu'on a un cash flow en fait similaire que le scénario précédent. Donc ça reste raisonnable, même si pour moi en tant qu'investisseur rentable, je préférerais quand même avoir du vrai cash flow, donc avoir vraiment de l'argent qui rentre dans mes poches tous les mois. Cependant, bon, on est à Paris, il faut s'adapter et voilà, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je n'ai rien oublié parce que je ne suis pas non plus un expert de la location courte durée. Moi, mon domaine, c'est plutôt la colocation. Mais honnêtement, pour Paris, je pense que c'est quand même le mode de location le plus rentable. Il faudrait que je refasse une étude en mode colocation sur Paris. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs de comparer les chiffres et de comparer le cash flow pour savoir quel est le plus intéressant entre la coloc et la location courte durée. En tout cas, si vous êtes sur Paris ou dans la région parisienne et que vous voulez investir sur Paris, j'espère vous avoir montré quelques clés vraiment pour faire une bonne affaire. Donc, acheter le plus bas possible et louer le plus haut possible, j'ai envie de dire, pour résumer. Si vous voulez en apprendre davantage sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver dans la description de cette vidéo mon calculateur simulateur personnel que j'ai utilisé dans cette vidéo. Et vous allez aussi pouvoir télécharger mon guide pour acheter moins cher dans l'immobilier. Donc 7 astuces pour acheter en dessous du prix du marché. Et je pense qu'à Paris, ça sera très utile. En tout cas, moi je vous souhaite de très bons investissements à Paris mais aussi partout ailleurs. Et je vous dis à la prochaine!